Le peuple tibétain a toujours vécu dans un vaste pays, sur les hauts plateaux de l'Himalaya. Mais en 1959, la Chine envahit le Tibet. L'armée de Mao oblige les Tibétains à renier le Dalai Lama et leur attachement au bouddhisme. Tous ceux qui ne se plient pas à la révolution culturelle sont pourchassés et condamnés à l'exil. En 1974, les autorités de l'Inde donnent ces terres au gouvernement tibétain pour y installer un camp de réfugiés. Bientôt, plusieurs centaines de Tibétains s'y regroupent. Mais pour ces gens venus des hauts plateaux de l'Himalaya, le changement de milieu est brutal. La première nuit, nombre d'entre eux ont été tués par des animaux sauvages. Cet homme raconte qu'il a dû se battre contre un tigre, armé seulement d'un couteau. Mais le pire est encore à venir. Au Tibet, le climat est froid et à cause de l'altitude, les microbes et les bactéries sont rares. Les défenses naturelles des Tibétains ne sont pas capables d'affronter les maladies tropicales du sud de l'Inde. Ils sont décimés par la tuberculose. Dans l'adversité de l'exil, le Dalai Lama essaie de sauver son peuple. Il demande à un jeune moine de s'occuper de cette communauté. Dzogchen Rinpoche n'est alors âgé que de 19 ans. Il est la réincarnation du grand maître Dzogchen. Avant même de songer à l'organisation de la communauté, Rinpoche doit commencer par redonner courage aux réfugiés. En même temps, il construit un monastère qui sera comme un pilier pour le peuple. En moins de 10 ans, le jeune moine transforme cette situation désespérée en joie de vivre. Tidil de Yama Tipura Nada, Sama de Sama Ruchi de Girl, the jail into combat the gap set in from the village girl. Nima the Tantabarula the pet Girotider.
Pour les Tibétains, il n'existe pas de séparation entre le sacré et le profane. Chaque acte de la vie quotidienne est un rituel. Comme sa mère au Tibet, Li prépare le thé traditionnel tibétain, fait d'un thé très fort, de beurre et de sel. Ce thé plein de protéines est très utile à la vie en altitude, mais il est peu adapté au climat tropical du sud de l'Inde. Wanshu et Li sont nés au Tibet, mais ils se sont rencontrés ici, dans ce camp de réfugiés. Leurs enfants sont nés en Inde. Ils ne connaissent du Tibet que les histoires racontées par leurs parents. Dans ce camp vivent aujourd'hui près de 7000 personnes. Comme eux, des centaines de milliers de Tibétains sont dispersés dans le monde. La langue est ce qui fait l'identité et l'unité d'un peuple. Les Tibétains connaissent l'importance de maintenir leur langue en vie. C'est pourquoi tant d'efforts sont consacrés au fonctionnement de l'école du village. Le Dalai Lama a dit à son peuple de profiter de cette période d'exil pour s'instruire et s'éduquer. Sous l'influence de Rinpoché, tous les enfants de la communauté sont scolarisés. En plus de la langue et de l'histoire de leur pays, ils apprennent l'hindi et les matières classiques. Mais le fragile équilibre de cette école ne pourrait tenir sans le soutien financier de l'Occident. Ici, un don de quelques euros par mois suffit à payer la scolarisation d'un enfant. La culture tibétaine est plusieurs fois millénaire. Elle a pris ses racines sur les hauts plateaux de l'Himalaya. Aujourd'hui, ce peuple en exil s'attelle à la maintenir vivante en attendant le jour du retour à sa terre. La fabrication de tapis est une des plus anciennes traditions du Tibet. Ces tapis sont faits avec les mêmes techniques, motifs et couleurs qu'on utilisait au Tibet depuis des siècles. Dans l'altitude du Tibet, où la température peut descendre jusqu'à -40, les Tibétains vivaient essentiellement de l'élevage de yaks, de leur lait et de leur viande. Mais dans la chaleur de ce pays, leur mode de survie ne fonctionne plus. Toutes leurs habitudes ont été bousculées. Mis à part l'adaptation du corps, pour passer de -40 degrés à +40 degrés, ils ont dû apprendre à porter d'autres vêtements, à habiter d'autres types de maisons, à manger une autre nourriture. Et surtout, ils ont dû apprendre de nouveaux métiers. Obéissant aux consignes du Dalai Lama, ils se sont armés d'une solidarité sans faille pour arriver à survivre. C'est peut-être ce qui a permis à cette communauté
de faire la dure transition des hauteurs de l'Himalaya au sud de l'Inde. Ils ont défriché la terre avec leurs mains pour s'initier à l'agriculture, et en particulier au maïs, une des rares plantes qui peut pousser entre les inondations de la mousson et la sécheresse qui suit. Mais l'apprentissage fut difficile. Le travail individuel ne donnait aucun résultat. Alors les villageois ont uni leurs forces. Ils se sont organisés en coopérative. L'ensemble de la récolte est envoyé à cette usine où elle est transformée en farine. La farine est ensuite redistribuée entre les familles. Mais les récoltes sont encore loin de suffire aux besoins de la population. L'extrême nécessité dans laquelle se sont trouvés les Tibétains les a poussés à exploiter chaque ressource alimentaire et la moindre source d'énergie. Dans une région où il n'y a ni gaz ni électricité, tout ce qui brûle, tout ce qui peut faire un feu a une valeur inestimable. On dit que la nécessité est la mère de l'invention. Ici, on a vu que les excréments de vaches, mélangés à de l'eau, fermentent en produisant un gaz combustible. On stocke ce gaz dans une bonbonne et on l'utilise pour cuisiner. Quand il n'y a plus de gaz, on continue à cuire avec du bois. Les galettes sont faites dans la tradition du Tibet, mais avec de la farine de maïs. Avec l'exil de toute la nation, a grandi en chacun la crainte de perdre son identité. La culture tibétaine pourrait se diluer dans la culture de l'Inde, elle-même influencée.